Monsieur le Président, je tiens à remercier la Maforcal de m'avoir convié à son 28e congrès et d'avoir choisi le thème de maladie des éleveurs d'oiseaux. Je tiens aussi par la même occasion à féliciter joyeux anniversaire à la Maforcal pour son 30e anniversaire. Et je remercie aussi Monsieur le Président de m'avoir introduit. Et je suis très honorée aussi que je partage cette session avec professeur Bourkadi et docteur Buting. Donc, sans trop tarder, aujourd'hui, il m'a été confié de parler de la maladie des éleveurs d'oiseaux. La maladie des éleveurs d'oiseaux est une pneumopathie à médiation immunologique due à une exposition répétée à des antigènes aviaires en suspension dans l'air. C'est un type de pneumopathie d'hypersensibilité due à une exposition massive aux protéines antigéniques aviaires excrétées dans les fientes d'oiseaux ou des protéines cireuses recouvrant les plumes d'une variété d'oiseaux. Ceci va provoquer bien évidemment une réaction d'hypersensibilité chez une hôte génétiquement prédisposée dans un environnement bien évidemment favorisant. C'est une des plus fréquentes des pneumopathies d'hypersensibilité avec une prévalence de 66 à 68%. Elle est souvent sous-diagnostiquée et le diagnostic précoce permet la prévention de l'exposition à long terme aux antigènes et l'éviction de la progression de la maladie vers la fibrose. Alors, du point de vue historique, la première publication de la maladie des éleveurs d'oiseaux a apparu en 1965 par un Américain qui s'appelle Reed, donc, où il avait parlé essentiellement de la maladie des éleveurs de pigeons. Puis après, une année plus tard, donc, il a apparu dans un journal britannique la maladie d'éleveurs d'oiseaux proprement dite. Puis après, en 1968, donc, un collègue belge, donc, il a parlé aussi de la maladie des amateurs ou alors des maladies des éleveurs de pigeons. Et puis après, donc, on a parlé de pneumopathie d'hypersensibilité liée à l'exposition aux colombes, aux antigènes de colombes en 1976. Puis après, une maladie qui est liée essentiellement à l'exposition aux perruches, qui est apparue en 1978. Et puis après, il y a eu une succession justement de publications dans ce sens-là. Du point de vue épidémiologique, la prévalence, elle dépend du climat local, bien sûr. Nous n'avons pas tous les mêmes sortes d'oiseaux. La disponibilité des soins médicaux locaux, donc en fonction justement des pays et en fonction des régions. Les habitudes locales aussi, il y a des habitudes qui sont liées à des populations. La population africaine, ce n'est pas du tout la population asiatique, ni américaine, ni européenne. Les facteurs raciaux également. Les habitudes tabagiques aussi influencent l'apparition de cette maladie et on dit que les fumeurs, ils développent beaucoup moins de maladies d'éleveurs d'oiseaux par rapport aux non-tabagiques. L'intensité, bien évidemment, et la durée de l'exposition. Donc, de point de vue global, la prévalence de la maladie du poumon des éleveurs d'oiseaux est estimée entre 500 et 2000 par 100 000 personnes à risque. Et il a été noté, comme je viens de le signaler, que les fumeurs ont une faible incidence de maladies d'éleveurs d'oiseaux par rapport aux non-fumeurs. Alors, plusieurs variétés, justement, d'oiseaux peuvent entraîner cette maladie. Il y a les pigeons, il y a les oiseaux tropicaux, il y a les perruches, il y a les canaris, il y a les poules et les coqs, il y a les colombes, les dindons, etc. Donc, on peut tous, donc, grâce ou alors à cause de l'exposition aux différents antigènes des variétés d'oiseaux, ceci peut entraîner des pneumopathies d'hypersensibilité liées à l'exposition justement aux antigènes aviaires de différents oiseaux, donc en fonction du type auquel le patient il est exposé. Du point de vue physiopathologique, la pathogénie de la maladie, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend des agents incitatifs qui sont essentiellement les déjections et les protéines contenues dans les plumes des oiseaux.
Et puis après, cette exposition, elle va dépendre aussi de la durée d'exposition, donc le nombre d'heures auxquelles le patient il est exposé à ces déjections ou alors ces protéines aviaires, et puis après aussi la quantité, et on peut, comme pour le nombre de paquets de cigarettes par année, on peut aussi quantifier la durée d'exposition aux protéines ou alors aux déjections d'oiseaux par ce qu'on appelle le nombre d'oiseaux par an, c'est-à-dire le nombre d'oiseaux auxquels le patient il est exposé pendant toute l'année, et ça a un impact vraiment très important sur le degré ou alors l'intensité justement de pneumopathie d'hypersensibilité que le patient va présenter. Donc ceci ne va pas survenir bien évidemment sur toutes les personnes chez qui il y a une exposition justement à ces déjections, alors ces protéines aviaires, mais il va falloir avoir une susceptibilité génétique qui peut dépendre d'un certain type d'HLA, notamment les allotypes qui sont liés à HL A2W15, puis après il y a aussi d'autres types d'HLA qui déterminent justement cette susceptibilité génétique ou alors cette susceptibilité individuelle chez des patients qui vont développer cette maladie. Donc il peut y avoir une exposition ou alors plusieurs personnes ils peuvent être exposées justement à ces déjections, mais peuvent ne pas développer la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette susceptibilité génétique que dispose celui justement qui va développer la maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux, la maladie d'hypersensibilité. Donc, et puis après, il y a la réponse immunitaire. Et donc, dans la réponse immunitaire, donc comme je rappelle donc cette plaque que j'ai empruntée justement du site Allergolian, et c'est une présentation du professeur Jean-François Nicolas que je remercie par la même occasion. Cette plaque donc, qui montre les différents types d'hypersensibilité. Et il faut savoir que cette maladie elle est liée essentiellement à une hypersensibilité de type 3 ou alors de type 4 qui fait intervenir essentiellement les immunoglobulines G ou alors une réaction inflammatoire de type TH1 qui est à l'origine de cette réaction inflammatoire au niveau du poumon et qui va entraîner la maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux. Donc du point de vue nosologique, alors il y a longtemps, on avait classé justement cette pneumopathie d'inhalation selon la présentation clinique en 3 sous-groupes. Donc selon la présentation et selon la durée d'apparition des symptômes, en pneumopathie d'hypersensibilité aiguë, les symptômes ils apparaissent vraiment très rapidement et ils se résorbent généralement dans les premières 24 heures. Puis après, la présentation subaiguë et puis chronique. Donc actuellement dans les recommandations et dans les nouvelles publications, on ne parle plus de cette subdivision justement symptomatologique, mais on parle beaucoup plus en fonction du mode d'évolution de la maladie, on parle de pneumopathie d'hypersensibilité fibrosante ou non fibrosante. Et par conséquent, la symptomatologie ou alors le diagnostic, il va dépendre essentiellement de cette évolution vers la fibrose ou alors vers la résorption ou la non-fibrose. Donc du point de vue clinique, les symptômes cliniques, c'est essentiellement la toux, comme pour toutes les maladies respiratoires chroniques, la dyspnée généralement qui est le symptôme qui pousse le patient à consulter. Parfois, on peut avoir de la fièvre donc dans les tableaux les plus aigus, une fatigue généralisée, et parfois, on peut avoir carrément des symptômes qui peuvent simuler une rhinite ou alors une conjonctivite aussi rapportée dans la littérature. Donc, du point de vue physique ou alors à l'examen physique, on va trouver bien sûr une fréquence respiratoire élevée ou une tachypnée, parfois une tachycardie dans les formes aiguës. Les râles crépitants basithoraciques bilatéraux sont aussi fréquents. Et bien sûr, dans les stades ultimes ou alors dans les stades où il y a de la fibrose évoluée, on peut avoir une évolution vers une insuffisance respiratoire chronique avec de l'hypoxie dans les formes les plus sévères. Donc, la notion d'exposition, comment on va devoir justement suspecter une pneumopathie d'hypersensibilité liée au
liées à la maladie du poumon d'oiseau, c'est quand on a cette notion d'exposition ou alors de contact avec les oiseaux. Donc idéalement, on peut utiliser des questionnaires qui sont dédiés. Dans la littérature, il y a pas mal de questionnaires qui sont publiés, mais aucun questionnaire n'est validé ou alors n'est recommandé par les sociétés savantes. Il est peu probable qu'un seul outil peut s'appliquer à tous les contextes environnementaux et professionnels, mais les sociétés savantes encouragent et recommandent qu'il y ait pour les cliniciens des questionnaires propres qui sont dédiés justement à ce genre d'exposition, notamment l'exposition aux déjections et aux protéines aviaires. Le dosage des anticorps donc on a dit que c'est une réaction d'hypersensibilité de type 3 qui fait intervenir essentiellement les immunoglobulines G, et donc à ce moment-là, il va falloir doser ou alors faire des sérologies ou alors faire le dosage des immunoglobulines dirigées vers ces anticorps aviaires. Donc leur utilité, elle est controversée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un marqueur d'exposition, mais pas de la maladie. On peut trouver des immunoglobulines, des IgG élevés chez des patients qui sont exposés, sans pour autant qu'il y a une expression clinique, justement, de la maladie. Donc ça rentre dans le panel diagnostique. Donc, quand le panel diagnostique n'est pas complet, on peut s'aider du dosage des immunoglobulines G, justement, pour compléter le panel diagnostique. Elle peut être utilisée en association avec justement d'autres critères diagnostiques, comme ils sont représentés justement sur le tableau. Donc si on a déjà une exposition cliniquement, nous suspectons un contact ou une exposition aux déjections, alors aux protéines aviaires. S'il y a une récurrence des symptômes au cours de l'exposition à ces protéines aviaires, s'il y a des râles crépitants à l'auscultation, si les symptômes ils évoluent depuis quand même 4 ou 8 heures, ou alors en cas de perte de poids qui n'a pas d'autre explication dans le contexte du patient. Donc, actuellement, le gold standard dans le diagnostic des pneumopathies infiltrantes diffuses de façon générale, mais et aussi dans les pneumopathies d'hypersensibilité, notamment dans le poumon d'éleveur d'oiseaux, il y a la TDM en haute résolution qui est actuellement et qui devrait se faire dans des conditions très particulières. Donc ça devrait être normalement un examen sans injection de produits de contraste. La reconstruction, elle doit être vraiment millimétrique, c'est-à-dire la différence entre les deux coupes, elle doit être inférieure à 1,5 mm. Elle doit se faire idéalement en inspiration et en expiration, et il faut éviter justement les doses très faibles des doses très faibles de scanner, d'irradiation. Idéalement, donc il faut éviter vraiment des doses très faibles, pas comme pour le cancer bronchique. Donc là, il y a une terminologie radiologique ou alors scanographique qui est très importante à connaître, notamment en termes d'hypersensibilité ou alors dans les pneumopathies liées donc dans le poumon d'éleveur d'oiseaux. Il y a ce qu'on appelle l'atténuation mosaïque qui correspond à la première, au premier, qui correspond, excusez-moi, voilà, qui correspond au premier, je vais essayer d'utiliser, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc l'atténuation au mosaïque, donc il faut savoir que les lésions radiologiques ou scanographiques sont liées donc à une atteinte bronchiolaire et interstitielle qui va intéresser et les bronches et le parenchyme pulmonaire, et ceci peut se manifester sur le plan radiologique ou scanographique de différentes manières. Donc nous avons des nodules centrolobulaires qui correspondent à une atténuation au mosaïque, un piégeage ou un trapping de l'air qui va entraîner justement une différence de transparence au niveau du parenchyme pulmonaire, c'est le deuxième aspect. Et puis après, un aspect en verre dépoli ou alors une perfusion en mosaïque qui est représentée sur cette coupe scanographique. Et puis après, il y a le pattern des 3 densités. Et donc les 3 densités, ils correspondent au trapping de l'air, ils correspondent aux densités justement vasculaires. Et le troisième pattern, ou alors la 3e densité, elle correspond au poumon normal. Ces différences justement de transparence, elle va entraîner cet aspect de pattern de 3 densités. Et donc, pour faciliter justement le diagnostic, les sociétés savantes, ils ont établi des critères diagnostiques scanographiques sur lesquels ils vont se baser pour retenir le diagnostic ou alors pour faciliter aux
praticien de retenir le diagnostic de pneumopathie d'hypersensibilité. Et comme je vous ai expliqué, actuellement, donc, les pneumopathies d'hypersensibilité, ils évoluent selon deux modes. Donc, soit le mode fibrosant, et donc l'évolution ultérieure, ça va entraîner justement une fibrose qui n'est pas réversible, et donc dans le stade ultime, une insuffisance respiratoire chronique, ou alors une pneumopathie d'hypersensibilisation qui peut se résorber et qui ne va pas évoluer vers la fibrose. Donc, dans le cas des pneumopathies non fibrosantes, il y a plusieurs patterns. Donc, il y a le pattern typique de pneumopathie d'hypersensibilité, le pattern compatible, et puis après donc des patterns qui ne sont pas indéterminés. Donc, pour approcher le pattern typique, il va falloir trouver une infiltration parenchymateuse et des lésions des petites voies aériennes qui vont se manifester sur le scanner thoracique, soit par des opacités en verre dépoli ou alors une atténuation en mosaïque, ou alors quand il y a une atteinte des petites voies aériennes, cela va entraîner des nodules centrolobulaires ou un trapping ou alors un piégeage de l'air. Alors, dans le cas où l'hypersensibilité, la pneumopathie, elle est moins probable, ou alors l'aspect scanographique, il est compatible, on va trouver des opacités de verre dépoli uniformes ou subtiles, avec une consolidation des espaces aériens et des lésions kystiques qui rendent la pneumopathie d'hypersensibilité moins probable que pour l'aspect typique. Donc, dans les cas de la pneumopathie d'hypersensibilité, d'autres patterns scanographiques ont été décrits dans les recommandations ATS-ARS. Et donc, vous savez, dans la fibrose, il y a des lésions, bien sûr, des opacités linéaires, des réticulations, un aspect des bronchectasies de traction, un aspect en nid d'abeille. Et donc, la différence entre la fibrose évolutive dans les pneumopathies fibrosantes et la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est essentiellement la localisation. Dans la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est essentiellement les bases et les régions sous-pleurales. Par ailleurs, dans la pneumopathie d'hypersensibilité, les lésions de fibrose ils vont se localiser essentiellement au niveau des sommets et au niveau des parties moyennes pour faire la différence justement sur le plan scanographique entre les deux. Donc, ils avaient décrit également un pattern qui est en rapport avec une pneumopathie d'hypersensibilité compatible, donc dans la distribution, et le pattern est moins typique par rapport à la forme typique d'hypersensibilité, et dans les formes indéterminées, les lésions sont complètement différentes des deux premières. Et donc là, sur cette diapositive, je vous montre le pattern non fibrosant, donc qui est en rapport essentiellement avec les deux premières séries, et puis le pattern fibrosant. Donc, dans le pattern fibrosant, il y a des non fibrosants, il y a des nodules centrolobulaires, l'atténuation en mosaïque qui va apparaître surtout en inspiration, le trappage de l'air qui est accentué à l'expiration, l'aspect de PHS compatible avec des opacités en verre dépoli et des lésions kystiques, les réticulations et le nid d'abeille de distribution axiale surtout qui prédomine au niveau des sommets, et l'atteinte des petites voies aériennes. Alors, dans les lésions fibrosantes, dans le pattern fibrosant, les lésions de fibrose prédominent, comme je vous ai expliqué, beaucoup plus au niveau des sommets. Il y a l'atteinte centrale et péribroncovasculaire et l'atténuation fibreuse en verre dépoli. Qu'en est-il du lavage broncho-alvéolaire aussi, qui apporte un plus justement dans le panel diagnostique de la pneumopathie d'hypersensibilité? Le LBA, le diagnostic n'est pas toujours simple, et à ce moment-là, donc, il va falloir s'aider justement du LBA qui va montrer une lymphocytose. Et donc, il n'est pas nécessaire, le LBA n'est pas nécessaire en cas de forte présomption justement ou des lésions vraiment typiques sur le scanner thoracique. Alors, le LBA, il est essentiellement utilisé en cas de discordance entre la clinique et les données scanographiques, et donc une lymphocytose supérieure à 30, elle est très évocatrice justement de pneumopathie d'hypersensibilité. Et donc, le LBA, il peut nous épargner de faire des procédures invasives, notamment de passer à la biopsie pulmonaire en cas de PID fibrosante avec une lymphocytose. Donc, ceci est fortement spécifique de la PHS, et l'absence de lymphocytose aussi ne peut exclure, l'absence de lymphocytose par ailleurs ne peut exclure une PHS. Donc, il faut l'intégrer justement dans un faisceau d'arguments cliniques, scanographiques, pour qu'on puisse justement l'interpréter.
Alors la biopsie, elle doit être évitée le maximum, et dans les recommandations actuellement, on essaie justement de chercher les moyens les moins invasifs pour qu'on puisse justement avoir le diagnostic de PHS. Et par conséquent, la MDD, elle est venue actuellement justement pour remplacer ces moyens invasifs et pour aider le clinicien à retenir le diagnostic de PHS sans pour autant arriver à des moyens invasifs comme la biopsie pulmonaire. Donc, quand la discussion multidisciplinaire plaide en faveur, en fonction justement de la présentation clinique, radiologique, de la notion d'exposition et de la lymphocytose, est très évocatrice de PHS, à ce moment-là, la MDD, elle peut remplacer la biopsie pulmonaire. Donc la biopsie pulmonaire, elle est indiquée si nous avons une forte suspicion de PHS sans données clinico-radiologiques évocateurs de pneumopathie d'hypersensibilité. La cryobiopsie n'a pas de supériorité par rapport à la biopsie pulmonaire, mais il y a moins de risques de mortalité et de morbidité, bien sûr, avec la cryobiopsie. Donc là, quand on réalise une biopsie pulmonaire, il va falloir adresser l'examen histologique justement à un anatomopathologique, et là, il va falloir que l'anatomopathologique qui reçoit le prélèvement soit vraiment un pathologiste qui est expérimenté en pneumopathie infiltrante diffuse, qui va lui aussi se baser sur des considérations cliniques et scanographiques pour aider le clinicien à retenir le diagnostic de PHS. Et là, je vous montre les différents aspects de pneumopathie d'hypersensibilité sur le plan histopathologique. Donc même du point de vue histopathologique, il y a des critères sur lesquels l'anatomopathologiste se base pour retenir le diagnostic de PHS. Donc je vous fais grâce de ça et je passe directement à la démarche diagnostique, et je vous dis qu'il y a, les sociétés savantes ont publié plusieurs démarches diagnostiques, des démarches diagnostiques justement qui passent directement à la MDD sans pour autant passer par la biopsie pulmonaire, d'autres qui cèdent du scanner thoracique en haute résolution et c'est-à-dire de la présentation clinique et de l'exposition aussi qui est très importante. Et puis après, d'autres algorithmes diagnostiques qui peuvent épargner aux cliniciens de passer obligatoirement par le LBA ou par la biopsie pulmonaire pour retenir le diagnostic, si nous avons une forte présomption sur le scanner, sur la TDM thoracique en haute résolution. Je passe au traitement, et donc bien évidemment, pour traiter le patient, il va falloir éviter ou alors contrôler l'environnement et l'exposition, et à ce moment-là, il va falloir éviter l'antigène. C'est très important et c'est crucial, et ça peut entraîner une résorption des symptômes. Les mesures de nettoyage aussi, il faut les réduire. Dans les formes les plus sévères, le patient il peut carrément déménager du lieu où il y a cette exposition très importante. Le port de masque, ça peut servir aussi pour les patients qui ne peuvent pas sortir du milieu où il y a cette forte exposition, et l'amélioration bien sûr de la ventilation. Le traitement médicamenteux, c'est la corticothérapie par voie orale. Donc, il n'y a pas de schéma standard. Généralement, c'est 40 à 60 mg par jour. Et puis, avec une réduction progressive jusqu'à la dose minimale efficace qui est de l'ordre de 10 à 15 mg par jour. Et donc, là, les corticoïdes peuvent être arrêtés justement après amélioration. Les immunosuppresseurs, il n'y a pas de données satisfaisantes justement sur leur utilisation. Et puis après, actuellement, on parle beaucoup du traitement antifibrosant, et le seul médicament actuellement pour lequel, ou alors que l'on peut prescrire en cas de pneumopathie d'hypersensibilité fibrosante, est le nintedanib, la pirfénidone. Il n'y a pas d'indication pour le moment. Bien sûr, le traitement pharmacologique, l'oxygénothérapie, la réhabilitation, les vaccins, les soins de support pour les patients les plus graves, le traitement des comorbidités, notamment le RGO, et s'il y a une pathologie obstructive associée, et dans les cas les plus ultimes, justement, la transplantation. Il y a des facteurs pronostiques aussi dont dépend justement le pronostic ou alors l'évolution de la patiente, des facteurs qui sont liés au patient lui-même, l'âge, le sexe, la prédisposition génétique, la durée d'exposition, l'histoire de tabagisme, les données justement
des explorations fonctionnelles respiratoires, les données radiologiques et histologiques aussi, ils peuvent déterminer le pronostic du malade. Tout ceci pour conclure en vous disant que la maladie du poumon des éleveurs d'oiseaux est une PHS due aux protéines antigéniques aviaires. C'est la forme la plus fréquente des pneumopathies d'hypersensibilité. Toutes les variétés d'oiseaux peuvent être responsables. La pathogénie, elle implique une susceptibilité génétique avec une réaction immunitaire qui dépend de la durée et de la quantité des antigènes. Le diagnostic n'est pas toujours aisé, donc l'intérêt du scanner en haute résolution et de la MDD qui revêt un intérêt capital dans la prise en charge diagnostique de la maladie. Le pronostic, il dépendra de la forme évolutive, fibrosante, non fibrosante. Le traitement des formes non fibrosantes, c'est les corticoïdes. Et actuellement, nous avons trouvé de la place pour les antifibrosants dans les formes les plus évoluées et ceux qui évoluent essentiellement vers la fibrose et